Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Les origines, les échos de la guerre. Nous avons toujours eu beaucoup de vieilles voitures. Au début, il s'agissait de trophées étrangers de toutes sortes, us par des kilomètres de routes de front. Rapiécées, elles ont ensuite travaillé assez longtemps dans diverses organisations et services publics, devenant parfois la propriété d'un automobiliste privé. Avec l'usure et en raison d'une utilisation prolongées, comme elles étaient décrites dans la presse d'avant-guerre, elles se sont transformées en monstres de Frankenstein à l'aide de pièces provenant de véhicules complètement différents, y compris des camions, qui ne s'adaptaient pas tout à fait et pas toujours. Des roues, une garde au sol ou une calandre clairement non standard indiquent que ces Mercedes d'avant-guerre ont été soumises à des mises au point par nécessité, techniques répétées bien entendu, cela n'avait rien à voir avec la restauration, et personne ne cherchait à préserver l'authenticité de ces véhicules. Il n'est donc pas surprenant que ces trophées soient devenus rapidement inutilisables, ayant pratiquement disparu des rues soviétiques au cours des 2 décennies d'après-guerre. Pour être juste, il convient de noter que même les voitures physiquement nouvelles produites en URSS ne l'étaient que du point de vue de l'année de production, mais pas du point de vue du design. Après tout, les camions Fiat qui sont devenus nos AMO, quelques Ford qui sont devenus respectivement GAZA et GAZ M1, et l'Opel D. Avant-guerre, mieux connu sous le nom de Moskvich d'après-guerre, n'était pas à la pointe de la technologie. Jusqu'à l'effondrement de l'URSS, il existait dans le pays une règle inflexible, une voiture était exploitée tant qu'elle pouvait être rattachée à sa carcasse métallique par n'importe quelle piste un tant soit peu convenable, préservant ainsi sa capacité à se déplacer. Dans ce cas, contrairement à ce qui se passe dans les pays africains, les restaurateurs s'efforçaient de conserver une apparence plus ou moins soignée. Le même principe est utilisé depuis 60 ans par les habitants de la péninsule cubaine pour maintenir en état de marche les voitures dont ils ont hérité. À partir de la fin des années 70, ces véhicules, conservés sous forme de moulage force, sont parfois apparus dans les rues des villes soviétiques, par exemple, dans le cadre de la parade des vétérans ou lors des courses dédiées à la journée de l'automobiliste et du constructeur de route. Et si les vétérans de la Grande Guerre patriotique qui ont survécu à cette époque pouvaient voir l'écart, pour le reste du public, en particulier les plus jeunes en âge scolaire, ces véhicules invisibles étaient d'un grand intérêt. Les clubs de loisirs et les 2 Rolls-Royce de Lénine, les clubs automobiles, dont les premiers ont vu le jour dans les pays baltes, ont joué un rôle important dans la popularisation des voitures anciennes et dans la formation du concept des antiquités, qui n'est pas simplement une vieille voiture. Il s'agit de l'Antique Automobile Club AAK en Lettonie, année de fondation 1972, du club Reduva, en Lituanie, 1974, et du club estonien Unique, 1976. Cependant, la plus célèbre est la section Automoto Starina du Moscow City Club of Automotourist MOSGK AMT, qui a été ouverte en 1975. Il est intéressant de noter que l'abréviation s'est ensuite transformée en Pathfinder of Automoto Starina, éclaireur d'Automoto Starina. Car le club a changé d'affiliation départementale et est devenu une organisation publique. Ses membres, qui possédaient pour la plupart des voitures d'avant-guerre fabriquées à l'étranger, s'efforçaient de préserver leur authenticité par tous les moyens possibles et n'utilisaient pas leurs voitures comme des véhicules utilitaires, mais les utilisaient pour des défilés, des revues et des expositions, qui ont eu lieu régulièrement du milieu des années 1970 jusqu'à l'effondrement de l'URSS. Ils ont ainsi démontré leur approche de la restauration correcte des vieilles voitures, où tant l'extérieur que les composants techniques étaient aussi proches que possible de l'original. L'exemple le plus intéressant de voitures authentiques ayant subi le cycle de restauration nécessaire est celui des 2 Rolls-Royce Lénine, dont l'une a été exposée au musée central Lénine de Moscou et l'autre à la réserve historique d'État de Gorki-Leninski. On pensait qu'elles avaient été fabriquées en 1914. Toutefois, à la fin des années 80, le journaliste automobile Giuseppe Di Corato, travaillant pour la publication italienne Ruoto Classica, a mené sa propre enquête sur l'histoire de ces voitures et a découvert qu'une voiture avec une carrosserie noire de type torpille
avait été commandé le 11 juillet 1922, et son châssis lui coûtait 1850 livres sterling, tandis que la carrosserie Barker avec des équipements supplémentaires tels qu'une roue de secours, un thermomètre à eau, une jauge à essence, 12 segments de piston et un ensemble piston et bielle coûtait à peu près le même prix. Selon Dick Orato, la seconde voiture a été achetée en 1920 par elle. B. Krasin, chef de la délégation commerciale soviétique en Angleterre. Lénine l'utilisait pour ses déplacements hivernaux et, pour améliorer ses capacités de franchissement sur la glace et la neige, la voiture fut transformée en half-track à l'usine de Putilov. À cette fin, les roues arrière sont remplacées par des chariots spéciaux munis de courroies en caoutchouc et de larges skis munis de fentes pour les pneus sont installés sous les roues avant. L'ensemble de l'équipement pesait environ une demi-tonne et le dispositif a été conçu en Russie par l'inventeur Quegrès, ce qui lui a valu le nom de chenille de Quegrès. Il est intéressant de noter que la première Rolls, en 1935, a été donnée au comité régional de Kerch des travailleurs de l'industrie de la pêche, où elle a été utilisée comme voiture du personnel, c'est-à-dire comme moyen de transport officiel. Cependant, quelques années plus tard, cette voiture d'importance historique a été retrouvée et renvoyée à Moscou, où elle a été placée au musée Lénine. En 1959, la voiture a été restaurée par un groupe de spécialistes de l'usine automobile Likachev. Le 9 décembre de cette année, la voiture est retournée au musée pour un stationnement éternel. Du hobby au business dans les années 90, les voitures étrangères d'avant-guerre les plus rares, dans un état quasi authentique, par exemple, les Porsche ou les Mercedes ouvertes du début des années 30, ont été vendues à l'Ouest pour un prix exorbitant par rapport aux normes en vigueur en URSS. Toutefois, pour les riches collectionneurs occidentaux, ces sommes étaient plus que justifiées. En outre, les voitures tombaient souvent entre les mains de revendeurs intermédiaires, qui donnaient aux propriétaires une somme plusieurs fois inférieure à la valeur de son trésor, et dans certains cas, elles n'étaient pas seulement conduites, mais d'abord volées pour pouvoir les conduire à l'étranger. Dans les années 2000, des personnes sont apparues dans notre pays qui étaient prêtes à payer non pas pour retirer l'intérieur de la 21e Volga en blanc ou pour installer le groupe motopropulseur et la transmission du Mitsubishi Pajero dans un ZIM. Pas en verre métallisé, mais pour la restauration automobile au sens propre du terme, c'est-à-dire pour remettre la voiture en état d'authenticité. S'il y avait une demande solvable, il y avait aussi une offre. En règle générale, des restaurateurs enthousiastes ont ouvert leurs ateliers, mais dans certains cas, le processus n'aurait pas été possible sans un investisseur, qui était intéressé non seulement par le processus pour le plaisir du processus, mais aussi par le profit financier. Et malgré les coûts élevés en termes de temps et de morale, ainsi que les nombreuses nuances techniques, de telles activités peuvent apporter plus qu'une simple satisfaction esthétique. Restaurer, ne pas réparer, qu'est-ce qui compte dans la restauration et en quoi différait-elle des réparations banales? Prenons l'exemple des voitures Ziguli ordinaires des premiers et troisième modèles. Comme beaucoup d'autres voitures, elles ont subi quelques modifications au cours du processus de production, de sorte que les connaisseurs de ces voitures les divisent selon l'année de production ancienne et récente. Les premières avaient beaucoup de pièces fabriquées à l'étranger, considérées aujourd'hui comme de véritables artefacts. Par exemple, les phares italiens Carello sur les One et VAZ 2103 des premières années de production ou les phares Czech PAL sur les One et Tri, plus récentes, les optiques arrière Altissimo et les phares Star 2103, les crocs du pare-choc d'une forme spéciale ou en général, Fiat 2101, les chapeaux chromes des poignées de plafond, le tablier aveugle ou frotte 2103, les anneaux chromes du combine d'instruments 2103, le cendrier chrome 2103 et le couvercle du récepteur radio, ainsi que de nombreux autres accessoires. Les phares Carello, à gauche, sur les voitures, 3, très précoces l'étaient également. Mais les optiques pâles tchécoslovaques, s'il en est, conviendront également à la plupart des voitures de ce modèle, comme ils l'appellent. Les différences se situent même au niveau de la couleur de la plaque signalétique sur le couvercle du coffre. De nombreuses personnes sont tentées d'installer ces details, transformant ainsi leur propre voiture en un transporteur de valeurs rares, mobile. Cependant, un vrai restaurateur ne ferait jamais cela. Un tel intérieur, multicolore, de triple, ne devrait pas surprendre ou gêner un vrai connaisseur, il était souvent incidé.
L'usine et voici un exemple d'approche historique pas tout à fait correcte, à la recherche d'une belle combinaison entre l'intérieur et la carrosserie. Le propriétaire de ce VAZ 2106 précoce y a installé l'intérieur d'un 3, pour lequel il a délibérément achète une voiture séparée. Et il ne se contentera pas de respecter l'équipement correct, en n'installant pas, par exemple, la calandre 2101 avec moins de cavaliers verticaux sur la VAZ 21013, où ces cavaliers sont placés plus souvent, mais il conservera également tous les éléments inhérents. Une année de fabrication particulière. Et si, sur la même 013 de l'année 1986, il y avait des moulures de seuil noir tardives au lieu des moulures en aluminium précoce, il ne sera pas tenté d'améliorer un exemplaire particulier par un tel tuning. Il est intéressant de noter que cela s'applique non seulement aux Iguli à propulsion arrière, mais aussi au même Sputnik Samar. Nombreux sont ceux qui savent que les premières voitures étaient dotées d'une aile courte, avec un masque de ski et une calandre en forme de bec, ainsi que d'un intérieur marron. Mais le pare-choc avant a 6 trous, les poignées internes, longues, sur les cartes de porte, différentes des dernières, ainsi que les flèches oranges dans le tableau de bord et le canapé arrière sans couture verticale. Ces informations ne sont connues que des fans les plus grands et les plus méticuleux. Comparez l'intérieur des premières, 8, jusqu'en 1987 et l'intérieur bicolore gris-noir de la voiture de 1990. D'ailleurs, chacun d'entre eux est magnifique à sa manière. Surtout dans cet état, et le plus difficile dans le processus de restauration n'est pas seulement d'éviter d'installer des pièces d'. Une autre période historique, mais aussi de trouver les pièces nécessaires. Et même pour un, oui, relativement jeune, de 35 ans, c'est un processus très difficile et pas toujours passionnant. Après tout, un œil averti saura distinguer les disques de roue d'un Sputnik ancien s'ils proviennent d'une voiture plus récente. Ou de la production russe en général, la forme des trous d'aération constitue une différence peu visible. Il y a exactement 20 ans d'écart entre les deux, à gauche, la roue du VAZ 2113 de 2006, à droite, la roue du 8 de 1986. Restaurateur, ne vous y trompez pas. Le plus difficile et en même temps le plus agréable pour le restaurateur est de rentrer dans le pass le plus fidèlement possible. C'est-à-dire de restaurer la voiture en respectant pleinement son état d'origine au moment où elle quitte la chaîne de montage. Dans ce cas, il faut tenir compte de nombreuses nuances que seuls les vrais professionnels connaissent. Bien entendu, il n'y a pas de nouvelle métallisation, de disques en alliage et d'autres beautés qui distinguent une voiture de collection ancienne d'un nouveau modèle fabriqué par soi-même d'une valeur douteuse. En outre, Unite, des premières années de production ne peut pas être peinte dans les couleurs ocre d'or ou vert citron, typique des Iguli des années 80. Pour être plus exact, il est possible de peindre, mais les restaurateurs ne le font pas, conservant la voiture dans sa forme et sa configuration de convoyeur. Cela s'applique non seulement aux jantes, mais aussi aux pneus si possible, le même, et mieux, chaussures dans les pneus diagonaux I151 et 3 dans YA 170. Et le 8 précoce est fantastiquement cool sur les pneus français Michelin MXL ou les plus rares pneus soviétiques avec la désignation X85, à ne pas confondre avec BL85. Bien sûr, ce n'est pas une tâche triviale que de tout respecter dans les moindres details sur une exposition qui n'est pas un musée. Mais c'est le résultat vers lequel il faut tendre. Que pensez-vous du résultat de la restauration? Au fait, cette VAZ 2103 orange était le donneur de l'intérieur bleu de la scie, bleu fonce sur nos photos. Mais le propriétaire suivant a simplement gardé la voiture démontée, pour les souvenirs, et l'a restaurée dans son état d'usine. Avec les Volga, la situation est à la fois plus simple et plus compliquée. D'une part, il était parfois utilisé moins fréquemment que les Iguli ordinaires, sans parler des Sputnik, de sorte que de nombreuses berlines Gorky ont survécu jusqu'à nos jours dans un état proche de celui de l'usine. Cependant, s'il s'agit d'une restauration partielle ou complète, il est beaucoup plus difficile de trouver des pièces pour la 20 et unième que pour la classique de Togliatti. Et il faut tenir compte du fait que de nombreuses pièces en plastique de l'intérieur se désagrègent littéralement d'elles-mêmes sous l'effet du poids des décennies. Bien sûr, il existe un nouveau modèle, mais c'est la restauration de l'intérieur qui devient souvent l'une des tâches les plus difficiles. Cependant, les pièces chromées et nickelées nécessitent également des techniques de restauration spéciales, la galvanisation et
le résultat n'est pas toujours à la hauteur des espérances. Et si sur le Ziguli, par exemple, le pare-choc peut être simplement retrouvé dans l'état où une mouche ne s'y est pas posée. Cette option n'est pas toujours possible sur le Volga et même sur le vieux Moskvich. Le livre d'Ivan Padrin, 21. The Big Book of Dream Machine, d'Ivan Padrin, qui a été réimprimé à plusieurs reprises. Tout projet de restauration nécessitait une connaissance de la matière et l'utilisation d'ouvrages de référence spécifiques. Conclusion inattendue, s'il n'y a pas de lien avec un exemplaire particulier en raison de sa biographie, il est souvent plus opportun d'acheter un exemplaire bien conservé que de restaurer une voiture dont la peinture ou les pièces en plastique sont abîmées. C'est particulièrement vrai pour les Sputnik Samar qui, malgré leur relative jeunesse, n'ont que rarement survécu jusqu'à nos jours dans un état authentique, et il est parfois presque impossible de trouver la piste nécessaire sur ces véhicules, surtout si l'on tient compte des caractéristiques d'âge décrites plus haut. C'est même au point que de nombreux restaurateurs peuvent acheter une voiture entière à partir d'un intérieur bien préservé uniquement pour utiliser ces pièces pour restaurer leur propre voiture. Capsule temporelle. Ce terme est utilisé pour designer une voiture dans un état proche du convoyage et avec un kilométrage minimum de 50 000 km. Dans certains cas, il existe des exemplaires uniques, qui sortent de l'usine comme si c'était hier, et dont le kilométrage n'excédait pas quelques centaines de kilomètres. Bien entendu, la valeur de ces voitures se traduit par un équivalent financier et, pour de nombreux collectionneurs, la recherche et la chasse particulière de ces capsules sont devenues une certaine forme d'activité, car il existe dans notre pays des citoyens assez riches qui essaient de retourner dans le passé, la jeunesse, l'enfance, à l'aide d'une telle voiture et qui ne lésinent pas sur les moyens pour générer des émotions, même en dépensant pas mal d'argent. Au cours de la dernière décennie, d'innombrables représentants des sous-cultures, restos et stances, sont apparus sur les territoires de la CEI, des Ziguli et des Volga, qui étaient autrefois en bon état de conservation, mais qui ont été à jamais gâchés par les restaurateurs spectateurs. Le plus triste, c'est qu'en général, dans un élan créatif, ils s'intéressent souvent à des capsules temporelles, qui, d'année en année, sont de moins en moins nombreuses. La restauration de voitures fabriquées à l'étranger, même si elles sont relativement modernes, est encore plus difficile, car les pièces et les composants des véhicules importés ne sont même pas théoriquement en tasse dans les garages et les hangars, comme c'était le cas pour les pièces détachées des Ziguli, Moskvichi et autres, Sovcomobile. C'est pourquoi le budget de restauration d'une voiture étrangère, même si elle est produite en série, peut dépasser d'un ordre de grandeur le chiffre similaire requis pour la restauration d'une Ziguli. Bien sûr, il existe des ateliers de restauration spécialisés qui peuvent trouver les pièces nécessaires par leurs propres canaux, par exemple, en Amérique, les trouver et les commander. Mais même cela coûtera cher, et le budget final se mesure en dizaines de milliers de dollars. PS. Je t'ai menti, Adam. Je ne peux pas t'offrir une Isota Fraschini ou une Lincoln ou une Buick ou même une Ford. Je ne peux pas acheter une nouvelle voiture. L'État ne me considérait pas comme un acheteur. Je suis un simple citoyen. La seule chose que l'on peut acheter par le biais d'une annonce dans un journal, c'est une camelote comme notre antilope. Mais, objecta Kozlevitch, ma Lorraine Dietrich est une bonne voiture. Si j'avais un tuyau d'huile d'occasion, je n'aurais pas besoin de Buick. Je vous ai apporté le tuyau, dit Ostap, le voici. Et c'est la seule chose, cher Adam, pour laquelle je peux t'aider en ce qui concerne la mécanisation des transports. Kozlevitch fut très satisfait du tuyau, le fit tourner longuement dans ses mains et commença immédiatement à l'attacher. En conclusion, il est essentiel de comprendre la distinction entre antiquaire et brocanteur, ainsi que la différence cruciale entre la restauration et la réparation. La restauration vise à préserver l'intégrité et l'authenticité d'un objet, en respectant son histoire et son esthétique d'origine. Tandis que la réparation se concentre davantage sur la fonctionnalité et l'usage immédiat. En reconnaissant ces nuances, nous pouvons mieux apprécier le travail des professionnels de la restauration et la valeur des objets anciens. La préservation de notre patrimoine culturel passe par une compréhension approfondie de ces pratiques, qui enrichissent notre rapport à l'histoire et à l'art.